TGV numéro 5400. Mais qu'est-ce que tu faisais? T'es encore en retard. C'est pas ma faute. Je le trouvais plus. Quoi, ton billet? Mais je te rappelle aujourd'hui que les billets sont sur nos téléphones. On n'est plus à l'époque des trains à vapeur. Mais non, pas mon billet. Ça. Tadam! Oh non, me dis pas qu'on a failli rater notre train à cause d'un vieux truc qui part en morceaux. Et si? Oh non, mais c'est quoi ce vieux bouquin? Mais un vieux bouquin. C'est à papa. Son chèque de 1953. L'indispensable du voyageur. Je voyage jamais sans, tu le sais très bien. Mais c'est pas possible. Toi et tes vieux trucs de cheminot, t'en as pas marre? Déjà qu'on est obligé de prendre le train alors qu'en avion on serait déjà arrivé. Un vrai voyage ne peut se faire qu'en train. Oui, je sais. C'est ce que disait toujours papa. Ça te rappelle pas les vacances? Quand on était petit et qu'on partait en voyage? Si, enfin moi je me rappelle surtout des interminables discussions de papa avec les autres cheminots sur les quais de gare. À parler de leurs machines, de leur lutte... Allez, arrête de râler. C'est les vacances. En voiture et à nous les bains de mer. Et arrête de crier comme ça, là. On va nous prendre pour des touristes. Bienvenue dans Il était une voix, le podcast de Rail et Histoire. La guerre, l'écologie, le droit des femmes, l'élection présidentielle, l'art. Chaque mois, nous explorons l'histoire au travers d'une thématique. Dans cet épisode, on vous parle de tourisme ferroviaire. Savez-vous qui sont les premiers touristes de l'histoire? Eh bien, ce sont des touristes. À la fin du XVIIIe siècle, le tourisme est une pratique répandue parmi l'aristocratie britannique. C'est la coutume pour les jeunes garçons, après leurs études classiques, de partir en voyage en Italie et en France pour parfaire leur éducation. On appelle ça le Grand Tour. Un peu plus tard, au XIXe siècle, le chemin de fer apparaît et se développe. En France, Stendhal, auteur romantique du Rouge et Noir, s'empare lui aussi du terme et écrit en 1838 un récit de voyage intitulé « Mémoire d'un touriste ». Mon correspondant de Lyon m'a donné une belle étude de chemin de fer de Lyon à Marseille par M. Kermingan, inspecteur général des ponts et chaussées. C'est avec la carte fort bien exécutée qui accompagne ce projet que je voyage maintenant. En France, la première ligne de chemin de fer conçue pour les voyageurs est inaugurée le 24 août 1837. Elle relie Paris à Saint-Germain-en-Laye. Peu à peu, les distances entre les villes se réduisent. Par exemple, en 1780, il faut compter 8 jours si vous voulez vous rendre à Marseille depuis Paris. En 1889, grâce au train, vous ne mettez plus que 15h25. En 1937, 9h et aujourd'hui comptez 3h15. Mais revenons au milieu du 19e siècle. À l'image de nos jeunes aristocrates britanniques, la population française voyage de plus en plus et part à la découverte du pays, notamment des côtes françaises. Deauville, La Baule, Dieppe, Biarritz. Les cités balnéaires commencent alors à se développer. C'est ce que nous raconte Bernard Berthaud, historien local de la Baule-Escoublac, ville balnéaire de Loire-Atlantique, où il est né et a grandi. Il est l'auteur du livre « 140 ans d'histoire de train », dans lequel il raconte l'arrivée du chemin de fer à la Baule-Escoublac. En fait, le train arrivait à Saint-Nazaire. En 1957, il est arrivé à Saint-Nazaire. Et quand il est arrivé à Saint-Nazaire, il a créé tout de suite une envie de la part du maire du Croisic. Il a pensé que le train pouvait être une opportunité pour emmener le poisson à Paris. Donc de 1957 à 1979, il y a eu tout ce temps de préparation pour que le train aille de Saint-Nazaire au Croisic. Entre Saint-Nazaire, le Croisic et Guérande, il n'y avait rien qu'un petit bourg qui s'appelait Escoublac, et tout le reste c'était le désert. On n'imagine pas qu'aujourd'hui c'était le désert. Et c'est là, dans ce petit bourg entouré de dunes de sable, que l'on décide de construire une gare, dans le village de la Baule-Escoublac en 1879. À l'époque, il est peuplé de 11 habitants, mais peu à peu, une ville se développe. Ça a été assez considérable puisqu'il y a eu, au bout de 2 ans, 11 000 personnes à aller dans l'année. Donc le train est arrivé en 1879. En 1881, il y a eu un premier villa qui a été construit juste à côté, qui existe toujours, qui s'appelle Saint-Bol, et qui a été faite par un monsieur qui s'appelait M. Lafont, qui était un Nantais, qui a construit sa première villa juste à côté du train. Puis après, il y a eu un restaurant, un café, etc. Ça s'est construit autour du train. Jusqu'en 1900, il y a eu, de la part des Nantais, une envie de venir sur la côte pour
soigner les enfants qui n'allaient pas bien. Et ainsi, il y a eu des Nantais qui étaient assez riches, assez fortunés, qui construisaient des maisons le long de la mer, avec des hectares autour d'eux, qui prenaient tout ce qu'ils voulaient, quoi. C'était un peu comme ça. Et c'était avec l'idée de soins. C'était une idée de soins, plus qu'une idée de détente. Ce n'est qu'au début du XXe siècle que le train devient un moyen de visiter, pour le loisir, la Baule-Escoublac avec les trains de plaisir. C'est justement pour, entre 1900 et 1914, faire un peu de renouveau par rapport au train, l'idée de faire un train de plaisir, c'est-à-dire un train où on partait pour 3 jours avec couchette. Au lieu que ce soit un bateau qui aille comme ça d'escale en escale, les gens descendent et remontent, c'était un train. Un train de plaisir où les gens dormaient, ils avaient leur couchette, etc. Et ils profitaient du casino, ils profitaient de tout ça, puis ils revenaient, et ils mangeaient dans les restaurants, mais ils revenaient dormir là. Et les mauvaises langues disent qu'on allait plutôt avec son amante que sa femme, etc. Bon, enfin, il ne faut pas croire non plus tout. Le vrai déclenchement, ça a été les années folles, c'est-à-dire après la guerre de 14. C'est vraiment là s'est déclenché une envie de venir à la Baule. Il y avait des personnalités du show business, etc., qui avaient des villas et qui invitaient des gens comme Sacha Guitry, c'était les personnages de l'époque, et ça faisait venir beaucoup de gens, et il y avait beaucoup de festivités, des concours d'élégance, des courses de voitures, des courses de chevaux, des choses. On est là en plein dans le loisir, on est en plein dans la détente. Je ne sais pas quand je mourrai, si j'aurai très envie d'un saule, mais du moins tant que je vivrai, c'est sous les grands pins de la Baule que j'aimerais passer ma vie. Sacha Guitry. Maintenant, avançons de quelques années. L'usage du train n'est pas encore très démocratisé. Ce sont majoritairement les classes aisées qui peuvent se permettre le voyage. Venait un peu tout le monde, puisqu'il y avait quand même les 3 classes, première, seconde et troisième. Mais il se trouve qu'il y avait un seul wagon de troisième. C'est-à-dire qu'il y avait peu de gens de troisième. Il y avait des secondes et des premières. Là, on voit que c'est des gens qui étaient aisés qui pouvaient venir. Et surtout, ce qu'on a du mal aussi à comprendre aujourd'hui, c'est qu'on venait avec tout son personnel. Il y a très très peu de familles qui vivent ça actuellement, qui viennent avec leur personnel. Ce n'est qu'avec les luttes des années 1930 et l'arrivée du Front populaire au pouvoir en 1936 que les lignes vont bouger. J'ai appelé Madeleine Pétavin, cheminote retraitée, syndicaliste et membre actif de l'Institut d'histoire sociale de la CGT. Elle nous raconte le contexte historique de ces années. C'est énorme. On sort d'une crise. La grande crise de 1929, la crise de 1929, c'est bien avant et c'est bien après. C'est une question d'emploi, c'est des questions aussi de logement qu'on perd parce qu'on n'a pas pu payer. C'est une grande misère qui s'installe en France et pas qu'en France d'ailleurs. On sait que ces crises se sont développées aussi dans d'autres pays. Et il y aura un déclencheur peut-être de ras-le-bol, de trop, c'est les émeutes de 1934 qui vont faire que il y a du côté des partis politiques une prise de conscience qu'il faudra peut-être quand même d'abord, avant tout, s'unir pour chasser ce fléau qui est la misère, l'absence de logement, l'absence de salaire décent, l'absence de temps pour soi aussi. Ça va être une énorme bouffée d'air parce que ça va être l'unité de toutes les couches populaires de France pour avoir un autre lendemain. Le 20 juin 1936, le Front populaire acte la semaine de travail à 40 heures et 6 à 12 jours de congés payés par an. C'est une révolution. Tout d'un coup, des milliers de vacanciers remplissent les halls de gare et découvrent la mer. Du côté de ce qu'on n'appelait pas encore la SNCF, on embauche à tour de bras. Ce sont plus de 100 000 cheminots qui sont recrutés. Les trains ont aboli les distances entre la mer et les fumées citadines, la grisaille parisienne. Ces nouveaux vacanciers de l'été 36, comme les désigne le magazine La Vie du Rail, inaugurent la civilisation des loisirs. Il y a un goût pour les loisirs qui s'affiche dès 1918.
Et ça s'affiche notamment pour les sports, ça s'affiche aussi pour le tourisme, ça s'affiche pour la culture. Mais les congés payés et la réduction du temps de travail va donner du crédit au loisir. Il y aura une envie de vivre autrement quand même, parce que pour ceux qui sont pas morts, pour ceux qui ont vu leur famille décimée, ils veulent plus de la guerre, ils veulent vivre autrement. Et donc ça va être quand même une explosion au moment du Front populaire, parce que là peut-être que comme on dirait aujourd'hui, les gens se lâchent, quoi. Acceptent l'idée que peut-être quand même le loisir, on y a le droit. Avoir du temps pour rien faire, c'est une notion très difficile à gagner. Et pour permettre d'accéder à ces loisirs, pour pouvoir voyager plus facilement, la SNCF met en place de nouveaux billets. Alors, le billet de Léo Lagrange, c'est un billet donc, qui va avec les congés payés. Hein. Il faut avoir un certificat de congés payés pour le présenter à la SNCF à l'époque et présenter pour que la famille ait aussi le droit à ce billet de congés payés. Il offrait 40% de mémoire pour le travailleur, sa famille, et un peu plus, 50%, je crois, pour les petits-enfants. Ces billets, du nom de Léo Lagrange, sous-secrétaire d'État au sport et à l'organisation des loisirs, sous le Front populaire, sont mis en circulation en juillet 1936, après d'âpres négociations avec les compagnies ferroviaires. Grâce à ces billets populaires, les familles peuvent obtenir des titres de transport valables 31 jours, en 3e classe bien sûr, pour tout trajet d'au moins 200 km et avec un aller-retour. C'est difficile de mesurer le réel impact de ces mesures. Mais voici ce qu'on sait. En 1936, 549 205 billets Lagrange sont émis. En 1937, 907 857. Et les premiers à en profiter, ce sont les Parisiens qui rendent visite à leur famille en région. Cette énorme bouffée d'air frais, comme l'appelle Madeleine Pétavin, elle me fait penser à celle qu'on a pu ressentir à une autre échelle avec la création de la 5e semaine de congés payés en 1982 par le gouvernement Mauroy, ou la mise en place des 35 heures par le gouvernement Jospin dans les années 2000. Plus de vacances et plus de loisirs. Et vous d'ailleurs, vous partez en vacances cet été ? En train ? Avant de se quitter, j'ai eu envie de vous parler d'un objet symbolique des années que nous venons d'aborder. Savez-vous ce qu'est le Chex, dont parle Delphine en début d'épisode ? Mais un vieux bouquin ? C'est à papa, son Chex de 1953, l'indispensable du voyageur. À l'époque, tout voyageur qui se respecte doit emporter avec lui un guide, un compagnon de voyage. En France, ce sera le fameux guide Johann d'Hachette. Et pour bien préparer son expédition, il faut aussi se renseigner sur les horaires des trains. La référence absolue, c'est le Chex, la Bible du voyageur organisé et du ferrovipat. Ce livret tient son nom de son auteur, Napoléon Chex, né le 30 avril 1807 à Châteauroux. En 1845, il fonda à Paris l'imprimerie centrale des chemins de fer, qui, dès l'année suivante, sortit le premier livret indicateur des horaires de train. Le célèbre Chex était né. Merci d'avoir écouté ce premier épisode de Il était une voix, un podcast de Rail et Histoire. Vous trouverez en description les sources utilisées dans cet épisode. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode, et d'ici là, n'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu. Passez un bel été et à bientôt.